l'existence des tournées de bas étage vient renforcer ce jugement. Le cinématographe a porté un coup terrible à la production de ces revues indigentes traînées de ville en ville, sur les scènes les plus médiocres et dans lesquelles il était bien difficile de démêler une raison d'être artistique. Que grâce soit rendue à l'industrie du film sur ce point. L'art dramatique n'en a pas beaucoup souffert, et l'on est peu enclin à s'attrister du gagne-pain perdu pour ces artistes qui en auront trouvé un autre ailleurs aussi honorable. Car quel gagne-pain, le plus souvent? Les tournées faméliques vivaient de combinaisons sordides. Les cachets insuffisants étaient déjà une excuse, sinon un encouragement à une prostitution au reste à peine dissimulée par les impresaries qui l'exploitaient. Encore les cachets étaient-ils rognés lorsqu'on savait avoir affaire à de petits couples plus ou moins avouables? Chantage misérable d'une entreprise qui, certaine d'avoir l'un avec l'autre, payait les deux d'une façon dérisoire. Combien de fois des tournées modestes mais honorables n'ont-elles pas été surprises, à leur passage dans certaines petites villes, du peu d'empressement des hôtels à les accueillir? Elles héritaient de la lamentable réputation laissée par les prédécesseurs, et apprenaient quelque histoire de chambre louée par une artiste et transformée en dortoir par les camarades, puis en réfectoire, le lavabo muet en évier, les serviettes devenues torchons à vaisselle quand elles ne s'étaient pas évanouies avec le départ des voyageuses. Encore ces phalanstères étaient-ils louables en soi, puisqu'érigés en moyen de défense contre une misère certaine. D'autres fois, c'était le souvenir de scènes effarouchables et de visites tapageuses dans les chambres de ces demoiselles. Ce n'était pas toujours et partout, mais souvent. L'indécence de ces tournées était double. D'une part, elles étaient un appel à la prostitution pour nombre de ces artistes engagés, de l'autre, elles ne servaient que d'alibi transparent pour flatter certainement les désirs les moins nobles des spectateurs. Et par quels moyens? En étalant souvent les nudités des pauvres gamines, dont les corps portaient l'hiver des traces récentes de ventouses, la marque des veilles et de la fatigue. Le vice ne sévissait d'ailleurs pas à l'état endémique dans ces malheureuses troupes. Il fallait sans doute beaucoup de volonté très méritoire à ces jeunes filles qui venaient au jour dit à la visite de l'hôpital se faire les piqûres nécessaires au lendemain d'une nuit de travail éreintante et avant de reprendre le train, poursuivant ainsi de ville en ville le traitement de leur maladie. Les éléments n'étaient pas tous corrompus. Il y en avait d'honnêtes, et d'autant plus louables en de semblables circonstances. Toutes les nuits n'étaient pas de débauche et les fatigues de la tournée étaient bien suffisantes. Mais enfin, les troupes de cet ordre existaient encore hier, avec leur tare profonde. De nos jours, certaines encore ne valent guère mieux. Les autorités d'occupation toléraient il n'y a pas si longtemps des tournées dites de cabaret et de variété à l'usage des loisirs et du confort des militaires, exigeant seulement à leur départ des certificats médicaux attestant que les artistes ne présentaient aucun risque de maladie contagieuse. Les termes officiels du règlement étaient encore plus précis et ne laissaient aucun doute sur la nature du confort attendu. Sans doute s'agit-il, en la circonstance, d'activités éminemment parathéâtrales. Il est foncièrement injuste de faire peser sur une corporation honnête le discrédit qu'attire la conduite répréhensible de quelques brebis galeuses, d'éléments tarés dont on ne peut vraiment prétendre qu'ils sont des artistes dramatiques. Les productions de ces entreprises douteuses n'ont que des rapports lointains avec une forme quelconque, mais vraie, de l'art théâtral. Ou, si la forme y est en apparence, l'art en est absent. Il n'en est pas moins vrai que des tournées de cet ordre ont existé, où l'on spéculait sur des mobiles moralement attaquables de l'exhibition scénique et sur la prostitution effective des actrices. Elles étaient même en grand nombre il y a seulement une quinzaine d'années. Toute une partie de l'opinion publique a été pénétrée des réalités de ces exemples, et le fait demeure que l'on peut, à la première occasion, saisir le prétexte de spectacles pseudo-artistiques pour couvrir une prostitution déguisée. Sans doute n'est-il pas juste d'assimiler le comédien des tournées déshonorantes au serviteur vrai de l'art dramatique. Mais il ne l'est pas davantage de présenter celui-ci comme un apôtre sans défaillance, ignorant des formes théâtrales sur les fins desquelles flotte un doute prudent. Les grandes enquêtes sur l'acteur citent Molière, Rachel, Mounet-Sully. Les rôles choisis, pour exemple, sont ceux des monuments de la littérature. On parle d'Œdipe, d'Harpagon, de Phèdre. Mais les acteurs, au cours de leur existence, ne vivent pas cloîtrés dans les temples de Thalie et de Melpomène. Ils ne se posent pas seulement sur les sommets. Cet acteur de la comédie française a connu les spectacles légers des Beuglans. Cet autre, au répertoire classique, a vécu longtemps du music-hall. Il a délaissé les compositions des chefs-d'œuvre pour les bouffonneries des Folies Bergères. Tel grand artiste à la réputation inattaquable s'est montré à peu près totalement nu à ses débuts, dans l'opérette du roi Pozole. Encore une fois, il ne nous appartient pas ici de discuter de la valeur morale des différents genres.
Au reste, on ne conteste pas le sérieux artistique d'une œuvre inspirée de Pierre Louis et traitée musicalement par M. Arthur Honegger. Les revues des Folies Bergères présentent aussi sous certains aspects des qualités artistiques que l'on ne cherche pas à nier. La clientèle particulière de ces promenoirs où l'on vend des cartes transparentes et autres objets suggestifs invite néanmoins à considérer avec quelque prudence les conséquences et les objets de ces spectacles. Les raisons franches de ces exhibitions de nus, dont la présentation est indiscutablement agréable à l'œil, semblent bien affranchies des seuls soucis du jeu et d'un idéal d'expression dramatique. Quoi qu'il en soit de ces manifestations théâtrales d'un ordre particulier, organisées honnêtement et sérieusement, il est certain que des artistes vrais, des comédiens de mérite, se prêtent à des représentations où règne un certain ton de libertinage, un appel voilé à la sexualité, qu'ils côtoient de simples mannequins sans prétention d'artistes, que les actrices réduisent leur art aux séductions réclamées des mannequins. Scandaleux pour certains, totalement indifférent à d'autres, cet état de choses, sans être véritablement blâmé par beaucoup, laisse imprécis le sentiment d'une existence amorale de l'acteur, prêt sans difficulté aux concessions dangereuses sur les terrains les plus glissants. L'idée d'une promiscuité préjudiciable aux bonnes mœurs intervient dans la conception que se fait le public de la vie d'artiste. Si la manécanterie des petits chanteurs à la croix de bois exige, lorsqu'elle paraît sur scène, que le programme soit tout entier convenable et qu'il n'y ait rien de nature à choquer sa vue, il n'en est assurément pas de même pour le comédien des Folies Bergères ou du Casino de Paris. Il frôle sans cesse des nus, et on peut le dire, le plus naturellement, le plus sainement du monde. La décence n'y paraît pas plus à l'épreuve qu'à la piscine consacrée par la mode. L'imagination des profanes brode pourtant sur la liberté des coulisses. Justifiée ou non, l'impression intervient dans le jugement définitif du public sur l'acteur. Indéniablement, les nécessités du voyage en commun avec les péripéties de la vie d'hôtel, l'insuffisance des loges d'artistes dans beaucoup de théâtres, créent une familiarité où la gêne d'une pudibonderie effarouchable disparaît. L'habitude et les exigences du jeu, aussi bien pendant les répétitions que pendant la représentation, confèrent une certaine liberté de geste, affranchissent d'une retenue qu'une société guindée pourrait estimer bienséante. Cette liberté n'exclut pas la plus extrême correction. En vérité, l'intimité des coulisses est de bon ton, dégagée seulement de la raideur et des brimades qui paraissaient bien être pareillement de leur côté des préjugés dans notre société. Que dire alors de quelques habitudes de la vie mondaine parfaitement admises, des plages, des sorties de camping, des bals et des dancings? En soi, la promiscuité dénoncée n'intervient pas comme un facteur évident de démoralisation. Il n'y a lieu de la retenir que pour les prétextes qu'elle fournit accidentellement. Toute liberté offre le risque d'être abusivement exploitée. Les coulisses de ce théâtre d'opérette où circulent sans gêne et sans impudeur girls et mannequins n'offrent pas de spectacle inconvenant. La conduite y est décente. Mais que l'on y introduise un jeune homme non averti, frais et moulu de sa famille, il risque d'y ressentir un trouble qu'il ne connaît pas sur les bancs du lycée ou de la faculté. Dans le remue-ménage des studios de cinéma où évoluent artistes et figurantes de toute nature, dans cette intimité et cette liberté de tenue, de geste que nous disions, les occasions peuvent naître et les intrigues se nouer avec aisance, surtout pour qui cherche l'aventure. Si nous reprenons l'exemple de notre jeune homme égaré dans un milieu différent du sien, nous admettrons que des séductions s'offrent à lui, auxquelles il échapperait en préparant Saint-Cyr ou Polytechnique. La remarque nous oblige alors à penser aux jeunes comédiens, aux débutants, à la débutante à qui s'impose ce contact, subjugué déjà dans l'ardeur d'une nature enthousiaste par le meilleur et le pire d'une carrière qui exige le jeu des passions. Les parents contrariés par la vocation de leurs enfants redoutent précisément les risques de cette nature, mais ces derniers ne plaident pas vraiment pour la thèse de la prostitution de l'acteur, et il serait aisé d'opposer les dangers de quelques autres professions. De comparer par exemple l'atmosphère des coulisses à celle des salles de garde où fréquente l'étudiant en médecine. Quelle que soit cependant cette promiscuité et ses conséquences, nous en tenons la réalité pour ce qu'elle est, capable d'intervenir dans le jugement d'un certain public sur la vie privée de l'acteur. Aux yeux de tous, les tentations offertes sont grandes dans la vie théâtrale. Jean-Jacques Rousseau a souligné naturellement les effets désastreux que l'association du luxe et de la misère inévitable entre ces gens-là doit naturellement produire. Lettre à d'Alembert, œuvre complète, tome 3, page 155. C'est bien à une conséquence de ce genre que répond l'indignation vertueuse du révérend Père Gillet, peut-être outré dans sa généralité, mais de la réalité de laquelle il doit être tenu compte. Le public sait-il la condition des malheureuses artistes de nos théâtres subventionnés et autres, où leur conscience est mise à l'écran chaque fois qu'il s'agit pour elles de se procurer le costume qui leur permettra de paraître en scène et d'y tenir leur rôle?
Sait-il que le talent n'est pour rien la plupart du temps dans le choix qu'on fait d'elles, et que c'est sur le compte de leur âme que les puissances d'argent ou les satrapes de la politique leur offrent de quoi se vêtir ou se dévêtir? Le credo des artistes, page 19. Les exemples ne manquent pas, heureusement, de débutantes, de jeunes artistes que la corruption n'a pas atteintes. Mais il y a des âmes faibles, des arrivistes et de la pauvreté, de la concurrence et des tentations. Malheureusement, dans l'intimité des coulisses, on n'ignore pas ces misérables histoires de couchage, et ce n'est hélas pas les excuser que de dire qu'elles ne sont pas du seul domaine du théâtre. La vérité nous oblige encore à dénoncer la tare affligeante des invertis. Dans nulle autre profession aussi nombreuse, semble-t-il. Constatation assez troublante si l'on considère que la corporation la plus accueillante à cette perversion, déjà suffisante selon le législateur romain pour justifier l'infamie, est précisément celle qu'un certain préjugé de mœurs veut tenir à l'écart. La fréquence actuelle des cas rencontrés au théâtre n'est-elle qu'un transitoire caractère d'époque? Répond-elle à quelque faiblesse interne de l'artiste dramatique ou à une tolérance particulière du milieu? De quelque façon que l'on s'interroge, la réponse ne peut être qu'à la charge du comédien. Dans la liberté de la vie théâtrale, l'amour qui n'ose pas dire son nom est plus hardi, c'est un fait. Les sous-entendus ironiques ou mordants des chansonniers et des journalistes, les protestations des spectateurs sincèrement indignés ne servent assurément pas la cause de l'honorabilité de l'acteur. Les séductions de la carrière toujours miroitantes aux yeux des foules, la facilité relative d'accès sur les planches que dénonce l'intrusion des femmes entretenues, laissent à supposer la présence parmi les comédiens d'éléments effectivement en marge. Du côté des femmes, nul doute à cet égard, et il nous est inutile de revenir sur le refuge offert à la galanterie. Du côté des hommes, il n'est pas impossible de distinguer un type de déclassé, retenu dans une profession qui le nourrit mal, sans lui accorder la moindre satisfaction d'amour-propre, sans d'autre part qu'il témoigne d'une prédilection marquée pour son art. Le théâtre ne l'intéresse que pour les cachets de misère dont il a besoin pour ne pas mourir de faim, et son idéal se borne à ses considérations alimentaires. On se demande ce qui le lie aux planches, quand on lui connaît un humble métier dont il pourrait vivre plus normalement, et l'on croit distinguer une vanité d'homme qui se croit supérieure, parce que artiste, et qu'il satisfait en s'exhibant tout de même un peu, beaucoup de paresse et la crainte d'avoir à se retrouver à heure fixe dans un bureau ou un atelier, le mirage d'une vie libre, et jusqu'au piment de ses scandales. À dessein, nous le distinguons de celui qui n'a pas réussi, mais qui garde sa foi intacte, chez qui l'amour du théâtre survit aux blessures qu'il lui inflige. Luniépo professait une affection sincère pour ces déshérités de la vie des planches, malgré leur exaspérante déformation, parce que leur attachement presque animal était pur. On comprend fort bien ceux qui abandonnent une situation plus belle et plus considérée pour l'ingrate carrière, lorsque la flamme brûle toujours sincère. Leur insuccès peut en faire des déclassés, mais pas au même titre que ces amateurs de coulisses, attirés seulement par les facilités d'une vie en marge et les relents de mauvais aloi de la vie théâtrale. La littérature a illustré d'autre part le type du fils de famille que l'aventure a poussé sur les planches comme le clin d'or de l'illusion comique, qui s'engage dans la troupe pour les beaux yeux d'une coquette, comme Wilhelm Meister. Les cas pittoresques, fréquents assurément aux époques héroïques du théâtre où le métier étant vraiment infamant, recueillait les hommes sortis on ne sait d'où, des êtres tarés, élevés dans les tripots, sont rares à présent. Si de nos jours les exceptions dans l'ordre de cette vocation particulière servent parfois le capricieux recrutement du monde bigarré des comédiens, il ne faut pas en exagérer l'importance. Le temps souvent opère la décantation nécessaire, et la profession maintient son niveau honorable. Sans être encombrée de telles acquisitions, elle en présente malgré tout des exemples et la société sanctionne le fait par une réserve fréquente. Au reste, cette existence hors des cadres habituels n'est-elle pas revendiquée par le comédien lui-même ? Il faut que le comédien soit en marge de l'humanité, ne pouvant pas être dans l'humanité, ou alors il cesse d'être un comédien, dit Luniépo. Le saut du tremplin, page 42. C'est une opinion souvent soutenue dans le monde du théâtre, parallèlement à la critique de l'embourgeoisement de l'acteur. Le comédien réclame alors le droit d'être fou, de se brûler au feu des passions et des expériences personnelles, d'exalter sa sensibilité et sa générosité à tous les carrefours d'une existence pleine, riche et cahoteuse, fort éloignée de la paisible sagesse bourgeoise. Celui-là pense aujourd'hui, comme en 1789, l'auteur anonyme des plaintes et doléances de messieurs les comédiens français. Cahier supposé, puisque les comédiens, sans état légal, ne pouvaient rédiger le leur. À l'idée d'une révision de la liberté des mœurs de théâtre, un argument prêté à madame Vestry retournait que c'était à une sorte de liberté plus étendue que celle dont jouissent les femmes en France qu'on était redevable des grands talents qui avaient paru sur le théâtre.
qu'une femme occupée sans cesse à veiller sur son cœur et ses sens, à en réprimer tous les mouvements, éteindrait en elle ce feu sacré qui produit l'abandon et le délire des passions, sans lequel il est impossible de produire de grands effets au théâtre. L'Uniépo, le saut du tremplin. Dangereux programme en tout cas, où les bornes d'une morale rigoureuse risquent à coup sûr d'être bousculées de temps en temps. Revendiquer pour l'acteur la nécessité des expériences personnelles, n'est-ce pas caractériser par un éloquent pluriel l'aspect amoral de son comportement dans l'orthodoxie admise ? S'il en est ainsi, la société n'est-elle pas amenée logiquement, malgré son désir de supprimer les barrières, malgré sa condamnation rationnelle du préjugé et en dépit des protestations d'honnêteté des comédiens vertueux du cercle catholique, du théâtre et autres œuvres, à jeter un certain discrédit sur la profession d'acteur, à la supposer entachée de tous les dangers et de toutes les tares qui sont le lot des dérèglements passionnels ? Avec quelque sincérité, nous avons parcouru le faisceau des réalités qui plaident contre le comédien, et dont à la rigueur on pourrait prendre parti pour aboutir au sentiment de sa prostitution. Il serait par trop simple de s'imaginer que ces quelques données traduisent une corruption, une dissolution des mœurs, irréfutable pour la plus grande et ineffaçable honte de l'acteur. Quelle profession n'a pas cet art ? La médecine a ses charlatans. Le monde des affaires ne brille guère par sa valeur morale. Les femmes entretenues ne sont pas l'exclusivité des troupes comiques. Les grandes administrations et les bureaux de l'industrie connaissent des scandales du même genre. Que dire des équilibres bourgeois, des honnêtes raisons sociales basées sur le compromis entre le mari et l'amant ? La petite employée protégée par son patron est un type aussi classique que l'ingénu poursuivi de l'assiduité de son directeur. La liberté et l'atmosphère des studios offrent des dangers. Et les dancings, les bars, les piscines, les distractions de la vie mondaine. Les séductions de la vie d'artiste sont troublantes pour le jeune apprenti. Et le bal des Quatre-Arts pour les futurs architectes. Le bal de l'internat pour les carabins. Toute la vie du quartier latin pour l'étudiant fraîchement débarqué de sa province et qui pour la première fois connaît avec l'indépendance la chambre sous les toits près de celle de la grisette. Les risques sont partout, les accidents aussi. Hélas, les plaies de la société ne sont pas belles à découvrir. Apparemment, les charges dont on accable le comédien ne semblent pas plus lourdes pour lui que pour les autres hommes. Elles ne sont pas suffisantes à elles seules pour faire un prostitué de l'ancien excommunié. Les réalités défavorables dont nous sommes tenus de faire état n'ont de valeur que pour autant qu'elles se prêtent à une interprétation d'où découle le préjugé. L'art et le métier de l'acteur souffrent fréquemment d'une déconsidération dans l'échelle des valeurs, dont les conséquences rejaillissent sur la réputation de sa vie privée. En apparence, qui dit déconsidération n'entend pas infamie, ni prostitution. Pourtant, de l'idée d'une déconsidération, on passe aisément au sentiment d'une action dégradante. Celui qui la commet, pour de l'argent, au mépris de sa dignité d'homme, se livre bien à une sorte de prostitution. On ne peut avoir confiance en l'homme qui joue la comédie à la ville comme à la scène. Sa déformation professionnelle affecte sa personnalité, atténue son sens de la dignité. Comment pourrait-on confier une charge publique à ce pantin, de Lobel ou d'Elmar, dont les défauts supposent une abdication totale de ce qui lui est propre ? Si quelque jour un mathématicien hanté dans sa jeunesse par le désir de devenir Einstein échoue comme professeur dans un modeste collège avec ses tics et ses manies de pédagogue, on garde pour l'homme toute son estime. On peut lui abandonner la conduite des affaires publiques. Pas un instant on ne sera effleuré par l'idée qu'il cherche à jouer un personnage, qu'il rêve, comme le Delmar de l'éducation sentimentale, de réduire une émeute en montrant seulement sa tête au peuple. On n'a pas confiance, au contraire, en celui-ci. On ne lui demande en tout et pour tout que de prêter l'ombre de sa personnalité et ses masques divers aux fantoches que nous réclamons pour notre plaisir, contre de l'argent. Ainsi fait-on, en somme, des prostituées. D'un jugement qui ravale l'acteur, on peut donc rejoindre la notion de sa prostitution. Un certain nombre de considérations sur l'intérêt de son art et de sa personne interviennent sans aucun doute dans l'estime qu'on a pour lui. Le public, en portant l'acteur au nu, est cause de très violentes réactions. Il flatte les idoles de la scène, mais la critique oppose acerbe, cinglante, un contagieux dédain pour les amuseurs dont le succès est exagéré en regard du mérite de l'acteur. Le luxe de l'acteur, écœurant près de la pauvreté du poète, inspire selon les cas l'ironie, le dégoût, la colère. Le comédien couché dans son carrosse jette de la boue au visage de Corneille qui est à pied. Des caractères, des jugements. En 2 lignes, La Bruyère stigmatise une désharmonie pénible de la société. Mais Octave Mirbeau invective.
Au début de son pamphlet d'une extraordinaire violence, le comédien in Le Figaro, 28 octobre 1882, il y a, ne l'oublions pas, une protestation contre l'engouement d'un public qui fait d'un comédien un héros, quand d'autres valeurs sont méprisées. Cependant, dit-il que nous marchandons, la récompense, à de vrais courages et à de sublimes dévouements. Nous attachons la croix sur la poitrine de ce pitre. Alors qu'un artiste ou un écrivain met 20 ans de travail, de misère et de génie à sortir de la foule, lui, en un seul soir de grimace, a conquis la terre. Nous n'entreprendrons pas ici la critique de l'article de Mirbeau, excessif dans la forme et le fond, condamnant sans appel le comédien, être inférieur et réprouvé. Bien des acteurs répondraient que la célébrité sur les planches ne vient pas du jour au lendemain, qu'elle s'acquiert souvent au prix d'un dur travail et des sacrifices les plus chers. Si le contraste entre sa fortune et la misère du poète est un scandale, il n'est malheureusement qu'un spectacle d'un désordre général. L'industriel a fortune et distinctions honorifiques en accaparant les découvertes du savant, oublié dans son laboratoire. L'homme de lettres, adulé et mondain, pille sans vergogne dans les travaux de l'obscur érudit de l'université. Peut-on tenir rigueur de ces injustices aux comédiens ? Il n'en est pas moins vrai que la conscience s'insurge devant la fortune des fabricants de musique pour café-concert quand de très grands talents sont dans la détresse, et la raison s'avoue en déroute en présence des effarants cachets des vedettes de l'écran lorsqu'il y a tant de misère, tant de mérite sans récompense. L'idole garde son surprenant prestige. Elle n'encourt pas moins, cependant, à côté des critiques directes, un blâme secret. Les dissertations autour de l'art de l'acteur et de son éminente portée intellectuelle ou sociale tournent bien vite au cours lorsque l'on considère le théâtre sous l'angle unique de la distraction du public. Instruire le peuple, lui donner un luxe de l'esprit, contribuer à l'embellissement de la condition humaine, toute formule assez déplacée sur les lèvres des bénéficiaires des scandaleuses fortunes. Ces dernières ne sont généralement pas acquises en poursuivant les seules fins d'un apostolat de l'art. Les plus honnêtes, même inconsciemment par le seul fait que la production théâtrale est tributaire de ses contingences matérielles, n'ont pas été sans faire quelques concessions au public, qui demande à s'amuser d'abord. Le sentiment que le théâtre est une distraction, comme telle, par conséquent, activité moins sérieuse, moins utile dans la société, se traduit par l'impôt du droit des pauvres. Il semblait licite, autrefois, de prélever une taxe sur les jeux de la scène, qui se justifiait ainsi dans la société par des actes en quelque sorte de charité. La façon du procédé est demeurée, bien que la manière de voir ait changé. Les spectateurs supportent encore des charges particulières que les autres industries de luxe ignorent. Les comédiens, par conséquent, sont avant tout des amuseurs, ni plus ni moins, et bien souvent on les traite comme tels. Le boulanger fait le pain, le professeur dispense l'instruction, le soldat défend le territoire, et le comédien fait rire ou pleurer tout ce monde-là le soir après le travail et lorsqu'il en a envie. Pour une bonne partie de l'opinion, le crédit que l'on peut accorder à l'artiste dramatique ne dépasse pas celui de l'amuseur. De plus, fréquemment, le comédien n'inspire pas confiance. Nous avons souvent obtenu cette réponse lorsque nous demandions pourquoi l'acteur ne serait pas bienvenu à la Chambre des députés. Certes, l'appréciation n'est pas générale. Encore nous faut-il reconnaître que beaucoup de ceux qui exprimaient leur défiance à l'égard du comédien nourrissaient le même sentiment, ou à peu près, pour le député lui-même, dont ils assimilaient assez aisément le talent à celui de l'acteur. Mais très souvent aussi chez les autres qui, en toute justice, se seraient offensés de limiter les droits de l'artiste dramatique et de lui interdire une activité politique, il nous a été possible de discerner des traces de cette défiance. De quelle nature est-elle ? L'aptitude à jouer des rôles, à composer des personnages, à épouser des sentiments qui ne sont pas les siens, peut trouver son emploi dans une vie politique où il arrive que le député soit une marionnette dont le parti, les électeurs et autres personnages tirent les fils. Mais pourquoi douter spécialement de la sincérité de l'acteur ? L'avocat, comme celui d'un client sérieux, de Courteline, plaide aussi bien l'une ou l'autre cause. Nul ne met en doute l'honnêteté de ses convictions quand il embrasse la carrière politique. Pourrait-on se fier davantage aux commerçants dont la fortune, si elle est grosse, inspire toujours des soupçons sur la rectitude de sa provenance ? Ou à l'humble boucher du coin de la rue qui ne peut peser sa viande sans que la ménagère surveille avec inquiétude l'aiguille et les poids de la balance ? Il semble aux yeux de beaucoup que ce ne soit pas la même chose. Le comédien est un simulateur. Il fait métier dans le jeu dramatique de simuler. Ce caractère inquiète toujours. Il laisse craindre une duplicité d'esprit, ou tout au moins une mobilité extrême qui ne s'accommode guère d'une sincérité soutenue, d'une personnalité stable et volontaire.
Une impression vague mais certaine en résulte, éprouvée plus ou moins consciemment par le public. Nous n'avons pas encore à en faire la discussion, mais elle intervient efficacement dans la déconsidération de l'acteur, surtout lorsque cette simulation ravale l'artiste dramatique à des personnifications viles dans des actions triviales ou grossières. Quel sérieux prêter à un homme qui s'exhibe en des tenues débraillées ou inconvenantes pour exciter le rire, au grotesque qui reçoit des gifles pour amuser la foule. Rossé sur scène, moqué pour son ridicule par le public, il vient ensuite quêter les applaudissements devant le rideau. Citation : en se présentant devant nous, que fait le comédien ? Une révérence du côté du roi, une révérence du côté de la reine, et une révérence à messieurs du parterre. Là, la tête baissée, les deux bras mollement penchés, il attend, avec toute l'humilité possible, que vous daigniez lui dicter vos lois. Un tel homme est-il votre égal ? Non, très certainement. Pensez-vous que l'individu qui est obligé de faire ces 3 révérences et de venir, au premier caprice du public, s'humilier à ce point, soit bien fondé à prétendre aux droits du citoyen ? L'homme aux 3 révérences, ou le comédien remis à sa place, étrenne ces messieurs, pour l'année 1790, par un neveu de l'abbé Maury. C.F. Jacques Hérisset, Le monde des théâtres pendant la Révolution, page 37. On s'enthousiasme devant la grandeur du sacrifice de Paillasse, obligé de chanter pour réjouir le public alors qu'il a le cœur en deuil. Mais l'admiration ne va pas sans se mêler d'une nuance de commisération pour l'homme qu'accable un pareil esclavage. On plaint sincèrement l'acteur qui joue quand sa mère est à l'agonie. Mais ces grimaces pour faire rire ont en effet quelque chose d'affligeant. L'exigence du public en de semblables circonstances, qui, parce qu'il a payé, contraint un homme à des contorsions comiques pendant l'agonie d'un être cher, lui impose, au regard de certains, une besogne servile et dégradante. C'est le sentiment de Mirbeau, pour qui le comédien a déshonoré la maladie, la vieillesse, la souffrance, en taisant pour les ridiculiser ses sentiments nobles. Ce sacrifice de l'acteur aux nécessités les plus tristes du métier fait même partie de ce que l'on requiert de lui. Il y a quelques années, nous avons pu lire la protestation indignée d'un spectateur qui s'estimait frustré parce que l'un des acteurs retenus au chevet de sa mère mourante avait cru pouvoir se dispenser de venir au théâtre. Il s'agissait d'un petit acte simplement destiné à corser un spectacle de ballet dans l'un de nos grands théâtres nationaux. Ce spectateur était scandalisé par ce qui lui paraissait la preuve la plus flagrante d'une absence de probité professionnelle. Au reste, le directeur, sans blâmer ouvertement son pensionnaire, fit entendre son sentiment sur la question en citant le précédent de son honorable comportement en des circonstances pareillement douloureuses. Le chirurgien, le général, peuvent avoir à exercer leur métier alors qu'une grande peine ou un deuil les afflige. C'est, dira-t-on, au bénéfice d'une cause noble, la vie d'un homme en danger, la patrie menacée d'une invasion. Au comédien échoit seulement la tâche de faire passer une bonne soirée au spectateur confortablement assis dans son fauteuil. Le trafic de soi-même, en l'occurrence, est bien choquant de prime abord. La différence est grande entre les raisons d'agir du chirurgien ou du général et celles de l'amuseur. Nous ne saurions cependant condamner l'acteur à ce propos. La maîtrise de soi dans l'exercice de son métier, dans l'accomplissement de son devoir social est belle, louable en toutes circonstances. Le comédien joue pour que ses camarades ne perdent pas leur cachet, parce qu'il estime avoir un contrat avec la société qu'il doit divertir, embellir des ressources de l'art, et il ne veut pas faillir à ses engagements. Le dernier effort pour jouer de Molière, pour surmonter les dernières atteintes de son mal sur les planches, en plein jeu, demeure l'exemple et le symbole des hautes vertus professionnelles de l'acteur. Tout cela est vrai. Mais peut-on toujours empêcher qu'un sentiment de gêne ne se mêle à ceux de pitié et d'admiration ? Toute une littérature s'apitoie également sur la prostituée qui fait l'amour dans une nuit d'orgie pour nourrir son enfant. La simulation de l'acteur, ses capacités dans l'art de feindre inspirent, disions-nous, de la défiance, la crainte d'une duplicité d'esprit, d'une hypocrisie, exploitable par exemple dans le cas de notre comédien député. D'autres fois, ce n'est même pas tant la fourberie de son âme que l'on redoute que son habileté toute technique en quelque sorte. Comment se fier à un être aussi expert dans le jeu des sentiments ? Il parle d'amour comme d'un livre, sans en penser un traître mot. C'est son métier. Il a, dans l'esprit d'un public admiratif, tout un arsenal de trucs à son usage.
Rousseau ne manque pas de pousser les conséquences de cette remarque à leur extrême limite, et il entrevoit la possibilité pour le comédien d'employer son art à séduire les jeunes personnes ou à subtiliser la bourse d'un fils prodigue ou d'un père avare. L'usage par le comédien de son habileté professionnelle dans la vie quotidienne donne lieu à bien des interprétations fantaisistes. Il suffit cependant de reconnaître quelques réalités dans l'utilisation des expériences scéniques, un arrière-plan de réminiscence souvent constaté chez l'acteur, dont on lui fait un fréquent reproche, pour l'entacher d'une légère déconsidération. S'il y a de l'exagération dans la croyance d'une duplicité d'esprit inévitable chez l'acteur du fait de son métier, peut-il vraiment s'en offenser alors qu'il bénéficie sans protester des avantages compensateurs ? La sympathie gagnée sur scène le suit aisément dans la vie. Sa grâce, son charme, nous ne les attribuons pas au personnage, mais à l'acteur. Ce sont des qualités, comme l'a remarqué Schiller, que l'on sait naturelles à l'interprète. Nous aimons à croire qu'il les possède encore, une fois démaquillé, en sortant du théâtre. Cf. à ce sujet, La psychologie du comédien, page 115 et suivante. Beaucoup d'admirateurs passionnés de l'interprète dramatique pensent que celui-ci, en quittant la scène, garde toutes ses facultés dans l'art de feindre et de séduire. Dans leur esprit, c'est admirable et inquiétant. Ces réflexions sur la déconsidération de l'acteur dans l'échelle des valeurs nous ont bien conduits, avec le sentiment d'une dégradation, vers celui d'une prostitution. Celle-ci est prise alors dans son sens figuré puisqu'elle ne concerne pas la vie physique du comédien, l'abandon de son corps au dérèglement des sens. Mais elle est d'une extrême importance. Elle l'affecte aussi gravement peut-être que l'écho de ses dissipations et de ses désordres passionnels. Les réponses que nous nous sommes attirées, fréquemment, intéressaient davantage cet aspect du problème de l'acteur, considéré sur le plan d'une hiérarchie des mérites individuels et sociaux, que celui purement moral de son comportement sentimental ou sexuel. Si l'art de l'acteur est avilissant, l'être qui le pratique ne doit pas inspirer seulement une défiance dans l'ordre des petits soucis quotidiens, parce qu'il risque de devenir un séducteur trop habile ou un homme politique sans honnêteté, mais la gêne de toute conscience noble devant qui prostitue la dignité de l'homme. Tels sont bien les points de vue de Platon, lorsqu'il se livre à la critique de l'imitation, de Rousseau et de Mirbeau, adversaires farouches du comédien. En trafiquant de sa personne, l'homme qui reçoit des gifles, s'avilit, et en s'abaissant, profane ce qu'il y a de plus respectable en nous. Il se prostitue en déshonorant même notre condition. Sans aller aussi loin que ces contenteurs dont nous discuterons la thèse par la suite, retenons pour l'instant que les défiances, les réserves, les impressions de malaise relevées en présence des tristesses du métier trahissent bien quelques traces de cette prostitution de fait. D'autres caractères des nécessités de la vie des planches plaident également pour une prostitution effective de l'acteur. Une définition simple du dictionnaire fait de la prostitution un métier qui consiste à livrer son corps au plaisir du public pour de l'argent. La formule voile avec pudeur la nature des plaisirs dont il s'agit, et l'on aurait mauvaise grâce par conséquent à l'appliquer sans réserve et en jouant sur les mots à la profession du théâtre. Les termes de la définition valent cependant d'être examinés sous l'angle particulier qui nous intéresse. Lorsque Jean-Jacques Rousseau interroge dans la lettre à d'Alembert « Qu'est-ce que la profession du comédien ?», il répond aussitôt « Un métier par lequel il se donne en représentation pour de l'argent. Se soumet à l'ignominie et aux affronts qu'on achète le droit de lui faire, et met publiquement sa personne en vente. Le public a le droit d'exiger parce qu'il a payé. Il sanctionne ce droit en applaudissant en guise de remerciement s'il lui plaît, en sifflant s'il estime que le comédien ne remplit pas les conditions du marché. Il semble que l'on ne puisse faire payer ce qui s'attache à la sincérité du sentiment, à une conviction du cœur ou de l'esprit. Acheter, c'est échanger un objet d'une certaine valeur contre une somme de même valeur. L'amour est irréductible à un prix d'argent. La certitude intime d'une conviction à soutenir ne se peut monnayer. Aussi l'opinion publique condamne-t-elle également la courtisane qui vend son amour et l'homme politique véreux dont les opinions changent avec l'importance du chèque. De là à déconsidérer ou à suspecter quiconque reçoit de l'argent et dont on voudrait croire que les sentiments sont indifférents à ces considérations matérielles. Bien plus, le fait même de défendre certaines idées ou certains sentiments pour un salaire limite la liberté de celui qui accepte pareil marché. La déconsidération du député ne vient parfois pas d'autre chose. L'électeur, en arrivant à considérer son représentant comme un homme d'affaires sans conviction personnelle et à sa solde. Qui paie a droit. Pour le public, cette formule est d'une évidence que l'on cherchera souvent en vain à nuancer en faisant observer, par exemple, que l'on paie un travail technique.
non l'abdication d'une personnalité, et que l'argent, source de toute corruption, peut être au contraire la condition de l'indépendance. Le désintéressement impose. La rémunération la plus fondée semble libérer des devoirs de la reconnaissance. Ainsi, de plus en plus en certaines régions, la profession médicale perd son prestige. Les histoires de dichotomie répandues dans le public et qu'il appelle tout bonnement des ristournes aggravent encore le cas, et le médecin n'est plus qu'un technicien comme les autres quand il était une autorité morale. Le spectateur achète le droit de rire ou de pleurer, selon son goût, au spectacle des grimaces et des sentiments de l'acteur. De ses grimaces, à lui, sans aucun doute. De ses sentiments, jouer. Peut-être, mais alors jouer en dépit des siens, à la honte des siens. Si par exemple il fait le pitre pendant que son père meurt, jouer, ce qui l'excuse, puisque sa joie représentée n'interdit pas le deuil de son cœur, mais alors simuler, ce qui exclut sa sincérité dans l'expression de ses états d'âmes intimes. Tout cela parce qu'il est payé. Les réactions instinctives du public tournent autour de ces considérations. Chez les Grecs, l'État payait les frais des spectacles. L'acteur, véritable prêtre du culte, ne recevait point son salaire du public. Le comédien n'était pas déconsidéré. À Rome, le législateur condamnait ceux qui paraissaient dans le cirque ou sur la scène pour de l'argent. Le comédien était infâme. L'interprète des Atelanes, celui qui ne se louait pas, gardant intacte son honorabilité. Au temps des mystères et des moralités, quand bourgeois, clercs et notables paraissaient sur l'échafaud des parvis, nul discrédit ne s'attachait à l'acteur bénévole. Mais dès l'apparition des troupes comiques, les amuseurs de profession s'attirèrent le mépris que le désintéressé porte aux salariés. Si le comédien se livre au public pour de l'argent, peut-on dire qu'il fasse métier de son corps ? L'étude de sa psychologie nous éclaire sans aucun doute sur l'ambiguïté de son art, où la fiction s'exprime par une présence réelle, la convention par une personnalité vraie. Le comédien se sert de son corps, comme instrument, en virtuose, et comme matière, il sculpte sa propre substance. Il se montre corps et âme. Cette âme, tout ce qui précède, volontairement accablant pour l'acteur, tend à montrer qu'il la prostitue. Mais le corps... Manifestement, on ne peut conclure à une assimilation entre les professions de la courtisane et de l'actrice, à la poursuite de fins artistiques et dont le corps n'est jamais souillé. Et cependant, jamais souillé, diront les moralistes austères, que du regard des spectateurs. Si la comédienne ne se livre pas à la concupiscence, elle se prête à un jeu qui souvent l'éveille. Tous les artifices de sa beauté, de son charme sont mis en œuvre pour exciter des sentiments ou des pensées qui concourent sans doute à l'impression artistique cherchée, mais ne sont certainement pas en eux-mêmes d'une inspiration aussi élevée. Cette prééminence du corps, l'importance accordée à l'expression sensible des passions par des êtres beaux qui se proposent eux-mêmes à l'admiration, ce culte en quelque sorte de vertu toute païenne, effarouche une morale stricte et ascétique. Le psychologue, sans souci de moraliser, doit reconnaître un érotisme dans la contemplation du spectateur, souvent exploité systématiquement dans des formes théâtrales déchues, mais utilisé dans les manifestations les plus relevées de l'art dramatique. Le cinématographe a lancé la formule du sex-appeal. Elle se passe de commentaires. On utilise tous les jours cette qualité, anesthétique sans doute, des interprètes, mais de première importance. Du point de vue qui nous intéresse, et qui n'est pas de juger des mérites respectifs des arts du théâtre et de l'écran, il nous suffit de remarquer que le monde des acteurs comprend l'ensemble des artistes dramatiques. Les interprètes des chefs-d'œuvre de la comédie française fréquentent les studios comme les autres. Au surplus, quand on dit avec Madame Dussan que le parterre doit être un peu amoureux de la coquette, lorsque l'on rappelle comment l'actrice, emportée par le flux passionnel de certains vers de Phèdre, retrouve, restitue le rythme, le halètement même des gestes d'amour pour l'imposer à une foule sensibilisée par l'émotion, n'entend-on pas que la comédienne donne beaucoup alors de ce que la pudeur de son sexe garderait en toute autre occasion pour l'intimité ? Les auteurs, les metteurs en scène ne sont pas des proxénètes, et choisissent cependant parmi les interprètes, lorsque le rôle l'exige, celles qui présentent ou peuvent exprimer les qualités d'un attrait qu'il nous faut bien qualifier proprement de sexuel. Impudeur des artistes dont les photographies ornent les chambres d'étudiants et les boîtes à paquetage des soldats, où les admirateurs ne vont pas chercher le rappel d'émotions uniquement esthétiques.
Les dévotions de certaines spectatrices pour leurs idoles de l'écran disent presque sans dissimulation la nature de leurs troubles. De l'exhibition en caleçon de l'ancien acteur de vaudeville au décolleté suggestif de la coquette, des attitudes amoureuses dans les pièces déshabillées du boulevard aux représentations passionnelles de la tragédie, le jeu dramatique exige de l'acteur qu'il se livre en personne et sans pudeur. Les historiens du théâtre ont voulu voir une bizarrerie de plus du préjugé dans la différence entre les traitements réservés aux acteurs de la comédie française et à ceux de l'opéra. Au grand siècle, on pouvait contester à un gentilhomme le droit de figurer à la comédie, mais on lui reconnaissait sans discussion le droit de chanter à l'opéra sans déroger à la noblesse et à ses privilèges. C.F. Maugrat, Les comédiens hors la loi, page 105. Les rigueurs de l'Église souffraient des exceptions pour les comédiens italiens, nous l'avons vu, mais encore pour les chanteurs. Pages 160 et 208. Les membres de l'Académie royale de musique n'étaient pas considérés comme des comédiens. Page 318. À notre sens, l'anomalie, loin d'être inexplicable, attire davantage l'attention sur les caractères propres de l'art de l'acteur. Elle illustre toute l'importance du comportement émotionnel, de l'exhibition, de la primauté du corps dans le jeu dramatique. Les comédiens français auraient pu être groupés sous le titre d'Académie royale qui n'aurait pas changé les nécessités fondamentales et la nature de leur expression artistique. Le chanteur d'opéra joue bien aussi, mais avant tout il chante. Son art sert d'abord la musique. Il n'évolue pas dans cette ambiguïté propre à l'acteur de comédie où la fiction, idéalisée, stylisée ou non, est toujours marquée du réalisme qu'imposent ses cris propres, ses larmes, ses accents, et un langage vers ou prose malgré tout parlé. Le mensonge du chanteur est dans la musique. C'est celui que réclame d'abord le public de l'opéra, quelle que soit l'illusion théâtrale. Le mensonge de l'acteur est moins dans le texte que dans son jeu, dans sa figuration des émotions. Le comédien dramatique s'offre vraiment, comme réalité. Les injustes faveurs dont bénéficiaient les acteurs de l'opéra ne sont pas illogiques, par conséquent, du point de vue du préjugé de la prostitution de l'acteur. La seule consolation que puisse en retirer rétrospectivement le comédien, toujours ironique sur le sujet des maladresses du ténor dans le jeu scénique, c'est que le chanteur n'est en somme acteur qu'au second degré, et qu'on pensait ainsi sans même s'en rendre compte au temps de l'Académie royale de musique. Le privilège dont jouissait le chanteur ne détournait d'ailleurs qu'imparfaitement de lui le préjugé attaché au monde comique en général, et l'opéra, accueillant aux intrigues d'une galanterie dûment sanctionnée et protégée, n'ignorait pas en mains endroits les rigueurs des gentilshommes de la chambre. Il n'est donc pas impossible de démêler les parentés lointaines, plus proches dans les formes basses du théâtre, qui fassent rapprocher l'art de l'acteur de celui de la courtisane. Proximo confinio qui peco erant, senica et meretrix. L'actrice et la courtisane se tiennent dans une étroite affinité, dit le bon Godefroy dans son commentaire sur le code théodosien. Aulagnier, Les incapacités des acteurs en droit romain et en droit canonique, page 173. Surtout lorsqu'il n'y a qu'un pas de la galanterie à la prostitution, et que l'on assimile parfaitement d'autre part l'art de l'actrice à celui de la fille galante, les deux utilisant les mêmes qualités, les mêmes ressources de charme, d'émotion, de séduction dans le jeu de l'amour, sentiment qui ne va d'ailleurs pas à l'encontre des expériences personnelles et de la liberté des mœurs revendiquées par l'acteur pour le développement d'une sensibilité riche de 1000 observations. Tel était par exemple le point de vue soutenu par de Bernis. Il répond certainement à une opinion assez généralisée, autrefois comme aujourd'hui. Cette douce sensibilité ou cette disposition du cœur à recevoir toutes les impressions tendres, cet attrait puissant d'un sexe vers l'autre qui fait naître nos liaisons et notre attachement réciproque, annonce une âme extrêmement souple. Or, plus les objets ont de prise sur nous, plus l'âme, pour ainsi dire, est près des sens, plus elle transpire, plus il me semble qu'elle doit être active et délicate. Si les maximes du monde nous font quelquefois envisager autrement cette agréable habitude, il faut la considérer du moins dans les filles de théâtre comme un nouveau talent presque inséparable des autres et qui sert souvent à les perfectionner. Telle est l'idée que l'expérience nous force en quelque façon d'en avoir, surtout par rapport au théâtre lyrique. Le génie des peuples se ressent toujours des influences de leur climat ou des qualités de l'air qu'ils respirent, et les mœurs s'en prennent l'empreinte. Tel est le pays voluptueux que nous décrivons. Le goût du plaisir, la dissipation, l'artifice, la légèreté, le caprice font comme le fond du tempérament et le génie national par rapport aux filles de l'opéra.
De Bernis, Cardinal, Point de vue de l'opéra, pages 27 et 28. Si l'on ajoute aux précieuses qualités énumérées par notre auteur celles qui les accompagnent de soi, le culte du corps, l'attrait du luxe, l'amour de l'argent, il y a tout lieu de craindre que le séduisant commerce des cœurs ne conduise du libertinage le plus bénin à la prostitution la plus réelle. Ces explications sont loin d'être dénuées de valeur si, nous souvenant de nos constatations sur l'intrusion des femmes entretenues dans le monde du théâtre, nous cherchons à saisir les raisons de l'attrait des planches pour la prostituée. Souvent encore, en Chine, les actrices sont issues des classes de prostituées. C.F. Chao Cheng-chi, le théâtre chinois d'aujourd'hui. Dans tous les pays, il existe de ces troupes qui déshonorent leur profession et qui, visiblement, sont le refuge d'une prostitution déguisée. Elle prend ce masque dans les établissements de revue du dernier ordre, dans les cabarets où le tour de chant terminé, l'artiste va s'asseoir à la table du client, le pourcentage sur la consommation n'étant pas le seul de ses revenus. Il s'agit évidemment des basses classes de la profession, mais les plus relevées ne sont pas exemptes de la contamination. Sans aucun doute, le sentiment d'une analogie entre l'art de l'actrice et celui de la fille galante, exprimé dans les termes de Bernis, n'est pas indifférent à ces étranges vocations. Le métier attire par le goût du plaisir, la dissipation, le caprice. Le talent qu'on y exige est celui de bien jouer l'amour. Ne faut-il pas le connaître pour le jouer ? Qui saurait mieux le jouer que celle qui en fait métier ? C'est le même mensonge, la même simulation, la même impudeur. La courtisane veut plaire, l'actrice aussi. Sarah Bernard, pour qui l'art dramatique est essentiellement féminin, Mémoire, tome 2, page 133, a bien noté la prédominance dans le métier de l'acteur de ce désir de plaire, d'attirer les regards, de farder sa figure, petit travers souvent reproché aux femmes et qui deviennent normaux sur la scène. De plus, la prostituée vit du commerce de son corps en vendant sourires et baisers. La comédienne fait de même. Nous ne reviendrons pas sur ce caractère déjà noté, si ce n'est pour observer que l'assimilation de ces deux activités se fera très facilement dans l'esprit d'une prostituée peu encline à établir des différenciations de valeur. La comédienne se montre, elle se fait admirer et applaudir. C'est très séduisant, évidemment, pour qui s'intéresse davantage à l'éclat du métier qu'à ses exigences sévères ou à ses fins supérieures. Le travail des planches est récompensé par des louanges, des hommages. Il n'en faut pas plus pour attirer une créature habituée à sa cour de complimenteurs, et sa loge fleurie de gerbes tapageuses prendra le plus facilement du monde le parfum de son alcôve. Même genre de métier, même genre de vie dans cette profession ignorante du guindé, libre de préjugés par tradition et par nécessité. L'attrait des planches se double de la facilité d'accès dans la profession, ce qui ne veut pas dire d'accès sur les planches. Car combien se disent artistes dramatiques qui ne paraissent pratiquement jamais sur scène que par accident, mais qui fréquentent par contre les loges et les coulisses, les générales, les cafés d'acteurs. La séduction subie par la fille galante est au reste souvent suivie d'une déception au contact des réalités du métier et des exigences de l'art. On devine bien que l'idéal recherché est de profiter des avantages sans pâtir des inconvénients, c'est-à-dire de se faire admettre dans une société plaisante pour s'y faire louer, pour s'y amuser, non pour y travailler modestement. Les vocations disparaissent avec les difficultés, et nous songeons à des cas très précis de jeunes femmes entretenues pour qui l'aventure manquait en fin de compte d'agrément. Casées par des amants pour qui, sans doute, les mérites très particuliers de leur maîtresse devaient être synonymes du génie dramatique, elles auraient volontiers cédé la place à de modestes débutantes en chômage. En d'autres cas, les joies et les avantages sont suffisants pour ne pas décevoir l'attente de ces jeunes personnes en mal d'une adoration spectaculaire. Elles s'incorporent, durablement ou non, au personnel du théâtre, suffisamment pour justifier les protestations des tenants du dévergondage des comédiens. L'affinité entre la comédienne et la courtisane, sévèrement dénoncée autrefois par les législateurs et les théologiens, se fortifie de ces exemples. Elle ne semble pas uniquement s'appuyer sur des considérations morales, mais reposer mutatis mutandis sur de concrètes réalités psychologiques. À l'idée du jeu dramatique s'attache encore un certain nombre de sentiments qui plaident pour la prostitution de l'interprète. Dans Le Feu, Gabriel d'Annunzio fait s'adresser ainsi la fausse Carina à Stellio. « Dis, que voyais-tu sinon la créature corrompue, la chair de volupté, les restes des amours de hasard, l'actrice vagabonde qui est dans son lit comme sur la scène à tous et à personne. » Page 179, 180.
Observation extrêmement intéressante en ce qu'elle situe la possession ou l'impression de posséder du public. L'acteur se donne, selon son expression. À qui? À toute la salle. Chacun prend sa part du plaisir, dispensé à tous et à personne, car ce n'est qu'un mensonge. La simulation hypocrite des vraies passions dont il est capable. La comédienne, sans pudeur, a montré la séduction de ses charmes, de ses baisers. Elle a livré le secret de son âme dans les accents douloureux de sa passion, et grâce à l'illusion théâtrale, le spectateur s'en est ému. Mais le rideau tombe, et il se retrouve dans la foule de ceux qui, comme lui, ont pris un instant pour eux la confidence des frémissements intimes de cette femme. Il comprend maintenant qu'elle ne s'est pas offerte vraiment, ni à lui ni aux autres. Le comédien semble dire « Prenez, prenez tous. Voici mon cœur, voici mes larmes. Voilà comment j'aime, je pleure, j'implore. Cherchez, fouillez. Mes sentiments sont à vous pour votre joie, votre plaisir, et chacun de vous qui a payé ce soir peut en jouir. Tout le monde prend pareillement, et personne n'emporte vraiment que ses mirages. Impression qui n'est pas sans appel. Une réalité subsiste. A thing of beauty is a joy forever. Mais foncièrement justifiée par la chute de l'illusion, le caractère collectif de l'émotion dramatique, la nature de la réalité théâtrale, propre en tout cas à suggérer l'image de la prostituée à tous et à personne. L'impudeur est réelle, appréciée différemment selon les cas et les individus. Des spectateurs se choquent, ou d'autres ne ressentent nulle gêne. C'est ainsi que l'usage du travesti soulève des réactions variées, et l'on comprendra facilement le sentiment du religieux à cet égard, si l'on se souvient qu'un des chefs d'accusation qui menèrent Jeanne d'Arc au bûcher fut qu'elle portait l'habit d'homme, et d'homme dissolu. La majorité du public répondra aujourd'hui que le port du travesti, rare d'ailleurs, est question de tact, mais éprouvera facilement quelque malaise à la vue d'un homme contrefaisant une femme. Encore ne parlons-nous pas des spectacles légers où le travesti sert des gentillesses équivoques. C'est de toute façon jouer avec les manifestations de la sexualité, et de semblables jeux rejoignent sans peine ceux de la prostitution. On se perdrait à chercher ainsi par le menu les accidents possibles ou les caractères subtils qui acheminent vers l'idée d'une prostitution de l'acteur. Quelques-unes de ces raisons si lourdes dans la conception de l'infamie de l'acteur relèvent immédiatement de la compréhension que l'on a du jeu de l'acteur et de ses modes d'adhésion au personnage. Compréhension qui peut bien contenir une part de vérité, comme aussi elle peut être facilement erronée, puisque les opérations psychologiques en cause sont fort délicates, mal connues des intéressés eux-mêmes et réputées parfois impénétrables pour le profane. Quoi qu'il en soit, vraie ou fausse, elle intervient dans le jugement porté sur l'acteur. On dira en vain que le troisième couteau du mélodrame fameux était au demeurant le meilleur homme du monde. On ne peut faire que le public de cette époque où l'illusion théâtrale conservait toute sa force n'ait attendu le traître à la sortie pour le conspuer. Le spectateur garde aisément l'impression que l'acteur est à la ville ce qu'il est à la scène. Hors des planches, le Don Juan sera donc un séducteur, la dame aux camélias une courtisane, la Célimène une coquette. On voit quels emplois périlleux offre le théâtre, redoutables pour la vertu des interprètes, surtout si l'on admet une sensibilité à fleur de peau irritée par le jeu, comme fait cette définition de la comédienne. C'est une sensitive dont les nerfs malades et vibrants s'affinent, s'exaspèrent à l'excès, au contact de son art qu'elle mélange avec sa vie, à tel point qu'elle en arrive presque à les confondre. Charles Esquier, Les comédiens à la ville, revue hebdomadaire, tomes 7 et 8, 1901, page 609. Il ne s'agit plus seulement d'une habileté technique dont le comédien malhonnête peut se servir, comme le redoutait Jean-Jacques Rousseau, d'une duplicité d'esprit inséparable de son art, mais d'une véritable contamination de l'âme de l'artiste par la vie fictive que lui impose le jeu, de la substitution à la sienne de la personnalité du personnage, souvent taré, perverti, que l'acteur traîne ensuite avec lui. Nous dirons que l'âme du comédien est toute professionnelle. Les sentiments humains y subissent, sous l'influence d'un incommensurable orgueil, la domination du métier. Si bien que le comédien continue à la ville, c'est-à-dire dans le cours de la vie, son rôle de théâtre. Du milieu factice où l'appelait sa vocation, où le retiennent ses habitudes autant que ses intérêts, il emporte des sensations et des idées absolument maîtresses de sa mentalité. Paul d'Estrée, L'âme du comédien, Le Ménestrel, 3 juin, 2 juillet 1906. Le jugement est peut-être mal fondé. Il existe.
Rien, en effet, dans l'étude dont nous avons extrait les lignes précédentes n'est de nature à justifier cette condamnation brutale, exprimée a priori dans la page liminaire. Elle est exposée comme une vérité qui se passe d'un plus long commentaire. Pour soutenir ce point de vue, souvent répandu, on invoque encore l'exemple des Delobel et autres Mathieu-Vu. Ces fantoches, dans les moindres actions quotidiennes, semblent accomplir les rites de leurs personnages. Ils jouent leur rôle à la ville, avec pompe, avec affectation et suffisance. Pour ne pas nous écarter du point de vue de la prostitution, imaginons les conséquences d'une déformation de cet ordre si elle devait affecter les grandes amoureuses, les pervertis. Le Napoléon célèbre comme type soi-disant de dédoublé serait assurément moins redoutable que Lucrèce Borgia ou la prisonnière. Il s'agit en l'occurrence de cabots, de ratés, mais on est en droit de se demander si, hors de ces exceptions, tout acteur ne jouerait pas un peu ses personnages à la ville. Encore une fois, l'opinion publique n'est pas loin de le croire, pour une assez bonne mesure. Ce que le comédien traîne dans sa vie en dehors de ses désirs de création, d'incarnation, ce sont des réminiscences nombreuses, l'instinct du jeu, le goût d'un polymorphisme, mais aussi peut-être l'aspiration profonde vers quelque chose d'autre que ce qu'il est. Une conception de soi-même que l'exercice du métier peut, sur les planches, lui donner l'occasion d'approcher, mais qui toujours est en lui. À dessein, nous avons soulevé cette hypothèse. Déjà, elle nous écarte du banal examen des sentiments répandus qui inclinent vers une déconsidération de l'acteur, de la constatation pure et simple des états de fait qui plaident pour sa prostitution. Toutes les raisons bonnes ou mauvaises qu'elles émanent du simple bon sens devant les réalités d'expérience, ou qu'elles soient la conséquence d'une interprétation plus ou moins consciente des exigences de l'art de l'acteur, se réfèrent implicitement à l'essence psychologique de l'acteur, et à la nature profonde du jeu. Tel jugement purement moral en apparence n'est que la conséquence d'une réalité psychologique soupçonnée lorsqu'elle n'est pas perçue. Groupons ces raisons recueillies à bâton rompu et nous les verrons se serrer autour de quelques caractères bien précis de la psychologie et de l'art du comédien.